il y a des matériaux d'une richesse exceptionnelle qui apparaissent et qui viennent illustrer, que dit Jacqueline Kellen, en reprenant nombre de traditions de sagesse. Elle dit la chose suivante: il y a 3 portes vers l'essentiel. La porte de la beauté, la porte de l'amour et la porte de la souffrance. Et elle ajoute: faute de savoir ouvrir la porte de la beauté et la porte de l'amour, la plupart des humains se condamnent à n'accéder à l'essentiel que par la porte de la souffrance. Et ce qui était très intéressant dans les matériaux qui sont remontés à cette occasion, c'est que effectivement on a pu rentrer par la porte de la souffrance, mais du coup identifier aussi à quel point les 2 autres portes étaient essentielles. Par exemple, il y a des personnes qui ont dit à cette occasion: j'ai pris conscience de l'importance qu'il y avait à dire à tout simplement des personnes qui comptaient pour moi, et bien qu'elles comptaient, et de le leur dire, et de ne pas attendre pour le leur dire. Et donc ça nous a permis de travailler sur le fait que quand on regarde l'essentiel, non seulement la souffrance, mais aussi la joie nous disent au fond fondamentalement la même chose. Il nous renvoie, Bruno faisait référence au travail que j'ai fait sur une autre approche de la richesse, au fait que quand on pose la question de la richesse en termes de qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies, c'est pareil, c'est un exercice que j'ai souvent proposé dans des réunions publiques. Eh bien, si vous faites remonter cette question-là, pratiquement jamais vous n'aurez l'argent comme un des éléments de ce qui compte le plus dans nos vies. Si on entend le mot valeur dans son sens premier, qui est la force de vie, on comprend tout de suite que le value for money est dérisoire par rapport à la question de la force de vie. Et du même coup, ça nous met, en même temps qu'on est dans la lucidité sur le tragique, ça nous met aussi sur la voie de stratégies aussi bien personnelles que collectives, qui sont justement du côté de la création de force de vie face aux logiques mortifères. Et à ce moment-là, on peut comprendre que, par exemple, il y a des épreuves de joie et pas simplement des épreuves de douleur, que normalement le verbe éprouver, il se décline tout autant du côté positif que du côté négatif. Et quand on se pose par exemple la question, quand on a vécu des moments qui nous paraissent particulièrement heureux, où on se sent particulièrement bien, et qu'on se pose la question: qu'en est-il de mon rapport aux autres? Qu'en est-il de mon rapport à moi-même? Qu'en est-il de mon rapport à la nature? Qu'en est-il de mon rapport au temps? Les 4 grandes relations. On se rend compte que quand on est dans des états de bien-être, de buen vivir, pour reprendre une expression forte de nos amis non seulement latino-américains, mais qui est devenu un thème central du Forum social mondial à partir de Belém en 2009, que dans ces cas-là, on a plutôt des rapports de fraternité, d'empathie, d'harmonie, etc. Parce qu'on est marqué par une énergie créatrice. Alors qu'inversement, à chaque fois qu'on se reconnecte à des états de mal-être, de maltraitance et de mal de vivre, l'une des caractéristiques, c'est que le déficit énergétique intérieur que ça traduit crée comme compensation d'aller piquer de l'énergie à l'extérieur. Donc si on pique l'énergie à autrui, on rentre dans des logiques de rivalité, voire de guerre. Si on pique de l'énergie à la nature, c'est les logiques de prédation, le productivisme, l'extractivisme, etc. Et dans le rapport au temps, c'est la différence entre être dans la pleine présence, que j'appelle vivre à la bonne heure, ou être au contraire complètement désaxé. Donc ça, c'est un premier élément qui m'a beaucoup frappé et qui m'a beaucoup nourri, parce que dans le même temps où nous étions dans la lucidité tragique, nous étions en même temps sur la voie des éléments aussi bien personnels que sociétaux sur lesquels s'appuyer pour éviter le pire, mais aussi pour être capable, et là c'est le deuxième élément que je voudrais mettre en évidence,
de réussir ces rendez-vous critiques de l'histoire collective des êtres humains dans lequel nous sommes rentrés. Bruno, dans sa présentation, faisait référence à ce mouvement international des dialogues en humanité que nous avons lancé à l'origine à Lyon, et nous les avons lancés autour de cette question qui était la question humaine, justement. C'était une époque où il y avait le sommet de Johannesburg, qu'on appelait le sommet de la Terre, 10 ans après Rio. Il y avait eu les dialogues pour la Terre initiés par Mikhail Gorbatchev. Et j'avais été frappé, puisque moi j'étais à l'époque en mission sur cette autre approche de la richesse, donc je participais à ces différents événements, et je m'étais dit, c'est très bien de faire des sommets de la Terre, des dialogues pour la Terre, mais il n'y a rien pour poser la question humaine comme question politique, et pas simplement comme question personnelle. Or, tous les problèmes que nous rencontrons, y compris les problèmes écologiques, sont au fond des dégâts collatéraux de la difficulté qu'a l'humanité à vivre sa propre condition. Et par rapport à cette situation-là, il ne suffit pas de dire simplement on va remettre l'humain au centre. Parce que quel humain remettons au centre? S'il s'agit de remettre au centre une espèce qui, de la Saint-Barthélemy au Rwanda, en passant par Auschwitz et Hiroshima, peut être capable d'une capacité inédite de maltraitance pour elle-même ou pour d'autres espèces vivantes, on n'est pas plus avancé. Donc, l'humanité est pour elle-même une question. Le fameux problème des biens communs, l'humanité est-elle pour elle-même un bien commun? Et à partir de ce moment-là, et j'étais en plein dans une période avant le 13 novembre où je participe avec beaucoup d'autres réseaux citoyens à tous les enjeux autour de la fameuse COP21, le sommet sur le climat, et où nous travaillions sur la question comment poser la question de l'humanité comme bien commun dans son rapport à des biens communs écologiques fondamentaux, et comment comprendre que aussi bien les logiciels économiques que politiques que spirituels qui sont organisés autour de la rivalité sont absolument incapables de répondre à ces questions. Par exemple, quand vous regardez une carte de la Terre vue de l'espace, vous êtes frappé par deux choses immédiatement. L'ampleur des océans, nous sommes une planète bleue, et la fragilité de la couche atmosphérique, et du lien étroit entre les deux, puisque l'essentiel de la production d'oxygène, contrairement à l'idée reçue, ne vient pas des forêts, mais vient des océans et du phytoplancton dans les océans. Évidemment, un problème majeur tel que le rapport entre les océans et l'atmosphère, vous ne pouvez pas traiter une question de ce type à partir d'un logiciel politique qui est simplement celui des États-nations. Ou vu du point de vue des États-nations, la seule question qui les intéresse par rapport aux océans, c'est quelles sont mes eaux territoriales. Et ils ne s'intéressent à l'atmosphère que pour autant qu'ils peuvent envoyer des satellites et avoir des retombées économiques ou militaires, etc. Et donc, le moment du 13 novembre, c'était le moment où nous étions en plein dans cette question, comment travailler sur la capacité de l'humanité à réussir ces rendez-vous critiques et comment nous avons l'obligation de sortir du logiciel politique qui est construit autour de la question de la rivalité, construit autour de la question de l'ennemi. Toutes les philosophies politiques ont été construites sur l'idée qu'on allait pacifier, civiliser une communauté politique, ça pouvait être une tribu, une cité, un État, un empire, mais toujours parce qu'il y avait des barbares à l'extérieur. C'était la menace du barbare, mais du barbare en tant qu'étranger, qui permettait de souder la communauté politique. Mais quand on prend l'échelle, le problème à l'échelle mondiale, quand on rentre dans ce que Édouard Glissant appelle la mondialité, pour justement arrêter de se laisser intimider par une mondialisation qui n'est qu'une globalisation financière, quand on pose vraiment la question mondiale, quand on pose la question du frater, puisque frater, à l'origine, ça veut dire la famille humaine, évidemment, on se rend bien compte que l'humanité peut être menacée, et même menacée de destruction,
mais elle n'est pas menacée de destruction par des barbares extraterrestres, en dehors des films catastrophes classiques. Nous sommes bien menacés par une barbarie, mais qui n'est pas une barbarie extérieure. Nous sommes menacés par notre barbarie intérieure, par notre propre inhumanité. Et ça, c'est une question qui est tout à fait fondamentale et qui a été beaucoup l'objet de travaux et de rencontres dans les différentes occasions que j'ai eu l'occasion de vivre au cours de ces derniers jours, parce que nous sentons bien que la question du rapport à la barbarie mérite d'être travaillée. Tu évoquais la façon dont Spinoza posait la question de la compréhension. Enfin, s'il y a bien un terrain sur lequel la compréhension est nécessaire, et où nous avons à dépasser les logiques émotionnelles primaires, c'est bien celle de la barbarie. Moi, j'ai été amené à écrire en mars dernier un texte sur le thème « Il n'y a pas de barbares, il y a des actes barbares », et c'était intéressant de voir que spontanément, il y a des personnes qui ont refait circuler ce texte, et en le relisant, je me suis dit effectivement, je continue à l'assumer, parce que la barbarie, vue dans cette perspective, c'est une altération d'humanité. Mais il n'y a pas des acteurs, des groupes qui seraient en soi des barbares, comme par exemple George Bush, avec son idée d'axe du mal, avait pu le caractériser, et d'autres qui seraient en soi décivilisés, et la démonstration a été faite, hélas, par le fait que deux grands actes de barbarie ont pu être commis par de grandes civilisations. C'est la patrie de Kant et de Beethoven qui a pu être aussi celle qui a vu naître le nazisme, celle de Dante qui a pu voir naître le fascisme, notre patrie dite des droits de l'homme qui a pu être aussi à l'origine d'un des grands impérialismes et un des grands colonialismes, la patrie de la Statue de la Liberté qui peut aussi être celle de la discrimination raciale, etc. Et quand on regarde ce phénomène, on se rend compte que le fait d'avoir été victime n'est en aucune façon une garantie, un vaccin contre le fait de ne pas devenir soi-même bourreau. Un des drames auxquels est confronté Israël, c'est évidemment par exemple celui-là. Donc quand on travaille sur la question de la barbarie, on se rend bien compte que dans ces rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même, dans ce rapport au frater, est-ce que notre humanité a la possibilité de se détruire elle-même? Oui, mais pas par des menaces extérieures, mais par sa propre inhumanité. Alors à ce moment-là, et je rejoins complètement tout ce qu'évoquait Abdenour à l'instant, on se rend compte que le véritable réalisme, il est du côté des acteurs qui pensent la question du devenir du frater, du devenir de la capacité de l'humanité à réussir son vivre ensemble et à sortir de sa guerre à la nature en tant que lien direct de sa guerre à elle-même, et que toutes les grandes questions de l'avenir, qu'elles soient à l'échelle planétaire ou qu'elles soient à l'échelle de nos quartiers, moi j'habite la banlieue parisienne, j'habite à Nanterre, les questions par exemple du dialogue de civilisation et de culture, on les rencontre en permanence. Et le thème fête de la fraternité, fête F-A-I-T-E-S, comme capacité à faire baisser le niveau de peur et à construire un rapport où autrui, au lieu d'être considéré comme une menace, devient au contraire, dans un premier temps, un élément de curiosité, ne serait-ce que par exemple quand on organise des repas de quartier et qu'à travers simplement le rapport à la cuisine, il y a à la fois une baisse de la peur et puis il y a des éléments de curiosité, et bien ces éléments-là, ils jouent complètement sur cette capacité à répondre sur un axe que le Forum social mondial de Porto Alegre en 2002 avait appelé l'axe TPTS. L'axe TPTS, ça voulait dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérés comme complémentaires et non pas comme antagonistes. Et puis le dernier élément sur lequel je terminerai à cette occasion, et justement du point de vue de la nécessité de la compréhension, je résumerai de la façon suivante: il nous faut apprendre à compter au moins jusqu'à 3. Au moins jusqu'à 3. Nous sommes aujourd'hui à ce point embarqués dans des logiques binaires
que nous ne pouvons pas comprendre des éléments qui sont pourtant essentiels. Il suffit de se poser une seule question. Une seule question. Qu'est-ce qui fait que Daesh a pu s'implanter en Syrie et en Irak? Qu'est-ce qui fait que Daesh peut négocier les financements liés à son pétrole? Posez-vous cette question. Eh bien, la réponse, elle n'est pas binaire. Parce que vous allez découvrir, le rôle absolument déterminant des paradis fiscaux dans cette affaire. Daesh ne peut aujourd'hui négocier son pétrole que par le blanchiment massif que permettent les paradis fiscaux. Or, la question des paradis fiscaux est celle-là même que, par exemple, lors du sommet citoyen de Montreuil, nous avons décidé de poser par rapport à la COP 21. Vous savez que l'un des problèmes de la COP 21, c'est évidemment la question du financement, et que la promesse qui avait été faite aux pays plus pauvres qu'un fonds climat viendrait par un niveau de 100 milliards par an, de les aider dans leur transition énergétique, qu'on n'y arrive pas, ou on prétend pas y arriver, alors que dans les paradis fiscaux, au même moment, vous avez plus de 20 000 milliards de dollars. Donc la question des paradis fiscaux, qui était au cœur de la COP 21, nous disons, elle est aussi au cœur du problème de Daesh. La facilité avec laquelle on se procure aujourd'hui des armes, la question des ventes d'armes. Quels sont les 5 premiers vendeurs d'armes au monde? Réponse, les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité, dont la France, qui théoriquement sont garantes de la question de la sécurité mondiale, et qui sont les premières vendeurs d'armes au monde, et qui trouvent en permanence un intérêt à alimenter des conflits. Qu'est-ce qui fait que, dans le même temps où nous prétendons combattre Daesh, nous vendons des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar, dont on sait à quel point ils alimentent, et idéologiquement et financièrement, Daesh. Donc vous voyez, apprendre à compter jusqu'à 3, c'est un exercice d'intelligence collective démocratique et qui doit aussi nous permettre de résister à cette formidable pression où on veut nous embarquer dans une logique de guerre. Parce qu'il y a bien une forme de guerre, il y a bien une forme de guerre mondiale, mais ça n'est pas une guerre mondiale contre des nouveaux barbares qui seraient menés au nom d'une nouvelle civilisation. C'est effectivement ce que je préfère appeler un conflit mondial, parce que l'un des grands enjeux, c'est de construire du conflit comme alternative à la violence, parce qu'à partir du moment où nous sommes engagés dans le cycle de la violence, c'est l'éradication d'autrui, c'est la disparition de tout commun. Donc construire effectivement les éléments d'un conflit comme alternative à la violence, d'un conflit mondial, c'est-à-dire d'une capacité de l'humanité à traiter le problème de sa propre barbarie intérieure, ça, oui, c'est bien un enjeu. Et c'est un enjeu qui est à la fois planétaire, et c'est en même temps l'enjeu de l'intime de chacune de nos vies. Ça, c'est un enjeu absolument passionnant sur lequel se joue le devenir de notre humanité, sur lequel se joue à la fois le fait que l'humanité, le fratère, peut se perdre, mais aussi qu'il peut progresser dans sa qualité d'humanisation. Comme dit Edgar Morin en citant souvent le poète Hölderlin, quand croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et donc moi j'ai tiré de toute cette période un sentiment qui était à la fois nous sommes rentrés dans une phase sombre, nous sommes rentrés dans une phase où il faut assumer une lucidité qui est une lucidité tragique, il faut l'assumer, l'accepter, mais en même temps, c'est une période dans laquelle c'est essentiel sur ce qui fait véritablement humanité, ce qui fait véritablement le cœur du vivre ensemble de l'humanité, qui est la question du frère, eh bien, elle est également possible, et ça, personnellement, je trouve que c'est passionnant. Merci. Moi, je reprendrai le fil de ce que dit Abdenour, mais en disant que les réponses positives, elles commencent déjà à apparaître. C'est-à-dire, on est dans une période historique
où, pour reprendre une phrase fameuse de Gramsci, le vieux monde tarde à mourir, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître. Et on est dans ce moment-là. Alors évidemment, si on se tourne du côté du vieux monde et du côté des monstres, on a l'embarras du choix, surtout qu'il y a déjà pas mal de monstres qui se sont présentés, mais les monstres qui se présentent au portillon, il y en a aussi pas mal qui se présentent à l'horizon. Et donc il est d'autant plus essentiel de se tourner aussi du côté de la germination créative du nouveau monde qui a déjà commencé d'apparaître. Si vous lisez un livre tel que celui de Bénédicte Magnier, 1 million de révolutions tranquilles, si vous regardez des films tels que celui de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global, ou celui de Marie-Monique Robin, Sacrée croissance, ou celui que vous avez peut-être déjà vu parce qu'il passe en avant-première et à partir de début décembre il va sortir dans les salles et qui s'appelle Demain, qui a été créé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, et au passage qui est le résultat d'un formidable financement participatif, le fameux crowdfunding, puisqu'il y a eu 11 000 personnes qui ont apporté une contribution pour permettre la réalisation de ce film. Eh bien, vous verrez que cette germination créative du Nouveau Monde, ces puissances de vie dont parlait Abdenour, elles sont déjà là. Mais évidemment, le logiciel dominant, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit médiatique, lui ne le voit pas, parce qu'il est complètement organisé autour de cette anthropologie sinistre dont parlait Abdenour. Or, sur ce terrain-là, la caractéristique de toutes ces initiatives créatives, c'est qu'elles sortent non seulement de l'anthropologie sinistre, mais elles sortent aussi d'une vision sinistre de l'écologie, où la nature est un matériau mort qu'il s'agit simplement de dominer. Que vous preniez les AMAP, que vous preniez les incroyables comestibles, que vous preniez les villes en transition, à chaque fois, on trouve un élément commun qui est à la fois, on sort d'un rapport prédateur, d'un rapport guerrier à la nature, et du même coup, on sort aussi d'un rapport prédateur à autrui. Les deux vont ensemble. Et dans des situations de logique de catastrophe, il faut oser ce qu'on pourrait appeler un imaginaire post-catastrophique. Parce qu'il n'y a de possibilité de réagir face à des risques de catastrophe que si on se pose la question, que fait-on, y compris quand il y a des catastrophes? Et quand on se pose cette question et qu'on regarde les comportements humains en situation de catastrophe, parce que, hélas, l'humanité en a un sacré paquet à sa disposition, on se rend compte d'une chose fondamentale, c'est que l'élément clé qui fait qu'on va pouvoir sortir de la catastrophe par le haut, ou en contraire s'y enfoncer dans une logique qui ira vers des effondrements toujours plus graves, c'est le double rapport de confiance. Confiance en autrui, la solidarité, qui recrée de la confiance en l'avenir. Regardez ce qui s'est encore passé lors des inondations à Cannes. Des personnes perdent tout sur le plan matériel, mais d'une certaine façon, la ruine matérielle, c'est ce que les collectivités humaines savent surmonter le plus rapidement et le plus facilement. L'élément clé, c'est de savoir s'il y a eu solidarité ou au contraire panique, sauf qui peut, etc. S'il y a eu solidarité, et la plupart des comportements humains réagissent, contrairement à l'anthropologie sinistre, plutôt par des mouvements premiers qui vont dans le sens de la solidarité, de l'empathie, de la fraternité, etc. Et à ce moment-là, ça recrée une capacité de confiance en l'avenir, alors que, inversement, si on se bat du côté de la guerre, du sauf-qui-peut, de la panique, etc., c'est accompagné par le désespoir. Ça, c'est une leçon qui est tout à fait fondamentale parce que ça nous permet justement, et notamment aussi à des politiques publiques, de dire il est possible d'accompagner
ce sentiment fondamental des êtres humains qui va plutôt dans le sens de l'empathie que dans le sens de la rivalité. Mais évidemment, si nous regardons avec uniquement les lunettes qui est celle de couches dominantes qui, elles, sont structurées autour de la question de la rivalité économique pour l'oligarchie financière, la rivalité politique pour des classes politiques qui sont construites autour du thème de la politique compétitive et pour qui la définition du politique, c'est celle du rapport à l'ennemi. Et même la définition d'une partie des traditions spirituelles qui ont été les traditions religieuses, qui elles aussi se sont souvent définies historiquement par la logique de rivalité et par conséquent d'exclusion de la recherche du sens d'autrui. Quand on arrête d'être fasciné par la minorité d'acteurs qui est dans un rapport pathologique au pouvoir, à l'argent ou au sens, et qu'on regarde ce que la grande majorité des êtres humains portent en eux, comme aspiration à la paix, comme aspiration à la justice, comme aspiration à la liberté, comme aspiration à vivre dans une planète non dégradée, eh bien, d'une certaine façon, de la même façon que le père de Gaulle était capable, alors qu'il était tout seul dans son coin, sans aucun moyen, de dire un 18 juin, mais des forces immenses n'ont pas encore joué, eh bien, aujourd'hui, des forces immenses n'ont pas encore joué. Mais il faut aller s'appuyer sur cette énergie créative-là. Il faut entendre la question de la création de valeur qui est rebattue en permanence par la novlangue économique qui nous dit où est la création de valeur, etc. Il faut entendre le terme de valeur dans son sens fort, de force de vie. Alors à ce moment-là, la création de valeur comme force de vie, la transmission de valeur par l'éducation comme force de vie, la préservation de valeur, c'est-à-dire partout où il y a des éléments de destruction de force de vie, soit naturelle, soit humaine, parce que les deux sources de la force de vie, c'est la nature et les humains, et leur combinaison sur les territoires, et bien quand on regarde cette création de valeur, on peut aussi se souvenir que le mot force de vie en grec pour valeur, eh bien ça se dit éros, et c'est la raison pour laquelle moi je plaide pour une stratégie érotique mondiale. Alors, une dernière question. Si j'ai eu l'occasion de participer, ça c'était avant les attentats, à une expérience qui était tout à fait passionnante, qui s'appelait 24 heures de méditation pour la Terre, où on était reliés dans le monde entier avec des acteurs de toutes les traditions spirituelles, mais dans les traditions spirituelles, il y a aussi les traditions spirituelles athées et agnostiques, pour les mêmes raisons de distinction qu'évoquait Abdenour, et c'était d'une force absolument extraordinaire. Et il y avait des groupes, des personnes dans le monde entier qui étaient reliés. En France, ça se passait au Grand Rex et pendant plus de 24 heures. Et c'était aussi ce qu'on appelait une méditation. C'était un sit-in planétaire. C'est-à-dire, il y avait la part d'intériorité, mais pour vous donner un exemple, puisque j'évoquais tout à l'heure le rôle décisif des paradis fiscaux, aussi bien dans les problèmes de la COP21 que dans les problèmes autour de Daesh, eh bien, avec Edgar Morin, on est rentré dans une chaîne de solidarité qui vient du mouvement Bizi, un mouvement basque qui veut dire le vivant, justement, et qui, pour protester contre le détournement fiscal majeur d'un certain nombre de banques, était rentré dans une agence de la banque HSBC après les révélations du Monde sur le rôle de cette banque dans le détournement fiscal, avait pris symboliquement un certain nombre de chaises et avait dit: ces chaises, nous les rendrons quand vous serez acquitté de ce que vous devez au fisc français. Et cette initiative, elle a commencé à avoir des tas d'effets de prise de conscience. Aujourd'hui, nous sommes en train de la développer à l'échelle mondiale, et il y aura au moment du sommet citoyen mondial de Montreuil, le 6 décembre, un grand débat sur la question du financement de la transition écologique, qui se tiendra dans une salle où il y aura eu 196 chaises réquisitionnées, une par pays, symboliquement. Eh bien,
nous avons, dans ces 24 heures de méditation, on a voulu montrer qu'il y avait un lien direct entre la question de la résistance spirituelle et la question de la résistance sociétale. Et quand vous prenez des grandes figures, les Gandhi, les Martin Luther King, mais aussi les Václav Havel, les Mandela, les Simone Veil, les Ethel Zoom, etc., on voit ce lien profond où la résistance créatrice, elle est tout à la fois politique, sociétale et spirituelle. Et ça m'amène effectivement à dire l'un des grands enjeux qui se joue aussi bien à l'échelle de l'intime de nos vies que dans nos quartiers, qu'à l'échelle de cette émergence d'un mouvement de citoyenneté mondiale dont nous avons impérativement besoin, c'est effectivement de parier sur les Ross, de parier sur les forces de vie, de parier sur le fait que cette nappe phréatique fondamentale de la joie de vivre, on peut dire que c'est le seul forage écologiquement sans problème, d'aller effectivement, parce que cette nappe phréatique d'eau vive, elle est tellement marquée par des sédimentations et par des pollutions, qu'on a besoin, c'est ce qu'on appelle les chemins de sagesse, on a besoin de forêts pour aller retrouver cette énergie créative. Mais on a besoin de le faire personnellement, mais on a aussi besoin de s'entraider pour le faire. C'est ce que, par exemple, au collectif Richesse, on appelle les stratégies Nanoub. Nanoub, ça veut dire « nous allons nous faire du bien ». Parce que à chaque fois que nous nous donnons comme objectif de sortir justement du cynisme, de l'anthropologie cynique, de créer des conditions telles que nous aimons la vie, de créer des conditions telles que autrui, au lieu d'être considéré comme un rival menaçant, devient au contraire un compagnon de route en humanité, alors à ce moment-là, on sent bien que l'énergie créatrice de ce groupe, elle devient aussi rayonnante. On n'est pas dans la figure de ce qu'on pourrait appeler le militantisme sacrificiel, où les lendemains étaient censés chanter, mais en attendant, c'était petits bourgeois d'exprimer de la joie et du plaisir. Non, on est dans une situation où ce que le buen vivir apparaît comme objectif sociétal et politique est aussi l'enjeu d'un chemin individuel, ce que j'appelle vivre à la bonne heure. Alors, quand on prend cette direction, eh bien, on sait que, y compris dans des situations infiniment plus tragiques que les nôtres, y compris dans des situations d'inhumanité totale et de solitude, des personnes ont été capables de se tenir debout. On a eu la chance d'avoir Stéphane Hessel comme ami, qui venait régulièrement au dialogue en humanité. Quand on posait la question à Stéphane, on lui disait « Qu'est-ce qui faisait, Stéphane, qu'aux portes de la mort, tu étais capable d'avoir cette force de vie ?» Et il nous répondait « C'est grâce à la poésie. C'est en me récitant par cœur les poésies que j'ai été dans une capacité de résistance. » Et du coup, il avait une force de vie qui faisait qu'à 95 ans, il était encore capable de réciter ses poésies en plusieurs langues. Quand Solzhenitsyn dit au cœur du goulag, si le mensonge doit régner sur le monde, au moins que ce ne soit pas par moi. Quand Ethel Zoom, déportée volontaire, est capable de dire, y compris à Auschwitz, qu'elle est capable de témoigner de la joie de vivre, alors si des personnes, dans des situations infiniment plus difficiles et tragiques que celles que nous vivons, ont été capables de mettre cette graine de vie comme alternative aux logiques mortifères, alors qu'attendons-nous pour le faire nous-mêmes et créer justement les conditions collectives de cette marche vers l'éros et la fraternité. Merci. Alors, Important et qui au passage dénote un vrai travail théologique sur la tradition judéo-chrétienne elle-même, parce que moi, qu'on puisse dire, c'est que la façon dont la Genèse était traditionnellement lue, c'est pas exactement la posture de François d'Assise que reprend le pape. Donc c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a un travail des traditions religieuses sur elles-mêmes, et quelque temps après cette encyclique du pape, on a eu un très beau texte venant du monde musulman. Et j'ai eu l'occasion de participer à une initiative très intéressante qui s'appelait le Sommet des consciences, qui était dans la 3e assemblée de la République, le Conseil économique, social et environnemental, et je trouvais extrêmement intéressant que la France, comme république laïque, accepte et s'ouvre à l'ensemble des traditions spirituelles,
y compris des traditions spirituelles non religieuses, parce que en même temps qu'on était dans une logique de laïcité ouverte et non pas fermée, cette laïcité-là, elle était exigeante et interpellatrice de ces traditions, parce que le fait même qu'elles soient toutes là, les obligeait à dépasser ce qu'il pouvait y avoir d'absolutiste en elles. On a même assisté à quelque chose d'extrêmement émouvant, qui était qu'une personne qui était de tradition sunnite, ne pouvant pas être là, avait demandé à quelqu'un de tradition chiite de parler à sa place, ce qui, dans le contexte actuel, était particulièrement fort. Dans Jacqueline Kellen, il y a 3 portes vers l'essentiel: la porte de l'amour, la porte de la beauté, la porte de la souffrance. Donc, évidemment, la porte de la beauté, donc la porte de l'art par excellence, elle est tout à fait fondamentale dans cette direction.